Bonsoir et bienvenue pour le 7-8, l'actu, le journal de la rédaction. Tout de suite, les titres de ce 5 juin. La réforme de l'aide juridictionnelle fait débat. Les avocats étaient mobilisés pour réclamer au gouvernement des mesures sur le financement. Les commémorations du débarquement vont bientôt débuter. Témoignage dans cette édition auprès de l'association Mémoire de Trappes, souvenir de la Seconde Guerre mondiale. Le nouveau maire de Morpa, Grégory Garestier, invité du journal. Après avoir récupéré pour l'UMP la commune détenue par la gauche depuis 30 ans, il affirme de nouvelles prises de position, comme ce rejet de la réforme des rythmes scolaires dont nous parlerons tout à l'heure. L'image du jour, c'est la victoire du collège Gustave Courbet de Trappes dans le tournoi d'improvisation de Déclic Théâtre sur la scène du Scarabée à la Verrière hier soir. Et après plusieurs heures de match, les jeunes trappistes se sont imposés face à ceux d'Elancourt et de Manille-les-Hameaux. Le tournoi d'impro intercollège qui fêtait sa 11e édition, une édition une fois de plus intégralement filmée par les équipes de TV Fil. Ce sera à découvrir très prochainement sur notre antenne. En attendant, voici les réactions des vainqueurs de cette année, propos recueillis par Élodie Moine. Il y avait un peu de pression, mais notre coach nous avait dit que voilà, faut pas se prendre la tête, faut se lâcher sur le terrain, il faut s'amuser. Et c'est comme ça qu'on fait des bonnes improvisations. Il faut faire comme si le public n'était pas là et voilà. C'est la première fois que tu gagnes une finale? Oui, c'est la première fois et c'est aussi ma première année. Un bon cru, un bon niveau et c'est toujours agréable de voir les joueurs qui se révèlent vraiment en match et notamment en finale et en demi-finale puisque l'échéance approche. Les avocats français étaient appelés ce jeudi à participer à une journée d'action nationale pour obtenir une revalorisation de l'aide juridictionnelle, une indemnité allouée par l'État à la profession pour défendre les clients les plus démunis. La mobilisation s'est faite également du côté de Versailles. Yolène Torres et Patrick Jacques de Dixmude. Les avocats crient leur ras-le-bol. Ce matin, le barreau de Versailles s'est engagé auprès de ce mouvement de grève nationale. L'objet de leur colère, l'absence de proposition de la chancellerie sur la réforme du système de l'aide juridictionnelle. Ils demandent notamment plus de budget pour cette aide très utile à de nombreux justiciables. Elle permet en effet aux plus démunis d'avoir tout de même recours à un avocat rémunéré selon un barème. Ce barème est extrêmement faible. On considère qu'il ne s'agit pas réellement d'une rémunération, mais bien plutôt d'une indemnisation, car en général, les dossiers sont entre guillemets déficitaires. Ces dossiers nécessitant peut-être plus de temps que les autres, plus de soins, plus d'attention, pour une rémunération qui est sans aucun rapport avec les diplômes des avocats qui consentent à exercer le titre de l'aide juridictionnelle, le temps passé, etc., etc. Ce matin, une délégation a déposé une motion de protestation auprès du directeur de cabinet du préfet. Une rencontre d'une dizaine de minutes et l'espoir d'avoir fait bouger les choses. On a surtout essayé de lui faire comprendre qu'il y avait un vrai ras-le-bol de la profession d'avocat. Et je voulais rappeler que c'était la première fois de ma vie que je portais une robe dans un lieu dit administratif. Et que si on le faisait, c'est que vraiment on était arrivé à la limite de la limite. Le barreau de Versailles a émis ses propositions sur un financement, notamment celle de taxer les actes juridiques. On sait que la situation de son pays fait que le budget ne peut pas faire peut-être grand-chose. Mais il y a un financement complémentaire qui est d'instaurer une taxe sur les actes juridiques qui permettrait de récupérer une somme d'environ 300 millions d'euros. Avec 300 millions d'euros, ça permet d'avoir un budget suffisant pour faire fonctionner toutes les missions. Comme eux, de nombreux barreaux se sont mobilisés dans toute la France. Ils espèrent une réponse dans les plus brefs délais, sans quoi le mouvement de grève pourrait s'amplifier. Et c'est dans ce contexte qu'a eu lieu la présentation de Mehdi Nemouche, auteur présumé de la tuerie du musée juif de Bruxelles. Elle a bien eu lieu à Versailles. Il s'est exprimé pour la première fois en public depuis son arrestation. Il a simplement contesté sa remise à la Belgique. L'audience a été renvoyée au 12 juin à la demande de sa défense. Mehdi Nemouche qui reste donc incarcéré pour l'instant à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Invité de ce 5 juin, Grégory Garestier, bonsoir. Bonsoir. On va parler de vos 2 premiers mois en tant que maire UMP de Morpa. Vous avez fait basculer cette commune, ancrée à gauche depuis 1989. Mais avant toute chose, comment se porte votre adjoint à l'environnement, Christian Guyot? Il a été agressé au bassin de la Courance la semaine dernière par un membre de la communauté du voyage. Absolument. Je le regrette, mais il va beaucoup mieux. Il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là, non. parce que c'était effectivement il est robuste. de la presse, mais tout va mieux. L'auteur des coups, je le précise, a tout de même été placé en garde à vue pour finir sur cette affaire. On va parler de vos actions en tant que maire. Quel bilan vous faites de ces 2 premiers mois? Est-ce que les principaux dossiers sont lancés? Est-ce que vous avez terminé les audits de la précédente équipe? Pas encore. Le chantier est lourd. Là, nous sommes en train de mettre en place tous nos projets. Nous avons déjà voté le budget 2014 il y a quelques jours. Et donc là, nous nous réunissons souvent en séminaire pour organiser les projets que nous allons établir sur toute la mandature. Ça prend du temps. Vous savez, quand vous héritez d'une gestion qui a existé pendant 25 ans, il faut déjà faire un état des lieux et comprendre le fonctionnement. Et la tâche est lourde. Je découvre un certain nombre de dossiers. J'en ai bloqué beaucoup, selon mes engagements de campagne que je tiens.
Et donc, de ce fait, on agit avec recul, sans précipitation, mais avec responsabilité. Vous parliez du budget qui a été voté. C'est un budget stable, pas d'augmentation d'impôts, des économies sont à faire? Aucune augmentation d'impôts, comme je m'y étais engagé avec mon équipe. Nous avons réduit de 5% le budget global de fonctionnement, parce que nous avons hérité d'une gestion extrêmement étroite, une explosion de la masse salariale de plus de 600 000 euros. Nous avons une baisse de la dotation globale de fonctionnement de 270 000 euros. Et donc, ce qui fait que nos marges de manœuvre sont très restreintes et que nous avons dû faire des efforts de gestion pour préserver le pouvoir d'achat des Morpasiens. Ça se traduit comment, ces efforts de gestion? On bloque les salaires des gens qui travaillent pour la municipalité? Non, pas du tout. C'est 5% de baisse de dépenses de fonctionnement dans tous les services. C'est le non-remplacement d'un fonctionnaire qui part à la retraite. Et c'est la réorganisation également de certains services pour être plus efficace et également plus performant pour les services publics, dans les services publics. On va reprendre quelques-uns de vos points de programme et vous nous dites rapidement si c'est fait, si c'est pas encore fait ou si c'est en cours. Révision du plan local d'urbanisme. Alors, je n'ai jamais dit que j'allais le réviser. J'ai stoppé des projets. Vous alliez bloquer certains projets, absolument, notamment sur le quartier du village. Absolument, ça a été bloqué, c'est fait. Et il y a également à la Malmedonne où j'ai bloqué la construction d'un immeuble de 6 étages. Investissement pour la rénovation des écoles. C'est en cours. En fait, nous avons décidé que le budget 2014 soit un budget de transition, étant donné que nous avons eu très peu de temps quand même pour le boucler, à peine 10 jours, et que nous avons décidé de faire un plan d'investissement pluriannuel sur l'ensemble de la mandature pour rénover l'ensemble de nos structures. Les écoles en font partie, comme les gymnases, tout ce qui est affilié au sport. Sur le développement du numérique dans les écoles, c'est fait, pas encore, c'est en cours, les TNI? C'est en cours, et le développement numérique dans les écoles, mais également au sein de la collectivité, parce que je découvre quand même certains services qui fonctionnent encore avec des factures à la main, ou c'est des agents qui travaillent sur des postes qui ont plus de 14 ans. Donc en termes d'informatique, il y a énormément de travail à faire. Augmentation des agents de la police municipale, notamment pour la nuit? Alors, la brigade de nuit, non pas encore. Nous sommes en pleine réflexion. En revanche, nous recrutons en interne, avec les forces vives déjà existantes au sein de la collectivité, parce que nous avons tous les talents. Nous recrutons des agents de la voie publique. Création d'une brigade anti-graffiti. C'est fait. Ça, c'est fait. Et une dernière question, création d'un conseil des aînés pour les associer aux décisions, ça faisait partie des C'est en cours. Nous allons lancer le chantier cette année. Nous sommes allés dans votre ville afin de recueillir le sentiment de la population, ce qui a changé déjà, peut-être est-ce palpable dans les rues de la commune de Maurepas. Voici leur réponse. Tout ce que je vois, le changement, moi, à titre personnel, ce refus du changement de rythme scolaire. Je ne suis pas trop au courant de ce qui se change, mais déjà je suis contente que la ferme de Maurepas soit conservée. Alors là, j'en ai aucune idée. Jusqu'à maintenant, j'ai rien vu. C'est nouveau. J'ai vu qu'il y avait des affiches sur le rythme scolaire. Je n'ai pas vu de changement très perceptible. J'ai reçu un avis dans la boîte aux lettres concernant les écoles, mais j'ai pas remarqué d'autres changements dans la ville. Rien de concret, quoi. Non. C'est peut-être un petit peu trop tôt aussi, non? J'ai reçu ce matin un avis sur les nouveaux rythmes scolaires. C'est récent quand même. Donc je pense qu'il ne va pas révolutionner Maurepas en 2 mois. Est-ce que vous allez révolutionner Maurepas? Bon, 2 mois, c'est court, effectivement, absolument, c'est mais vous êtes attendu sur des changements. Les gens attendent en tout cas des changements. Alors déjà, sur l'entretien de la collectivité, j'avais un axe fort quand même, c'était ville propre. Et avec la brigade anti-graffiti que nous avons mis en place, nous avons effacé un certain nombre de dégradations. Et puis là, on nettoie absolument la collectivité comme ça devait être fait normalement les années passées. Et les rythmes scolaires aussi, c'est revenu dans le micro-trottoir. On va s'y attarder. Juste une question concernant l'espace Albert Camus, ce centre culturel, cette salle de spectacle. Quel avenir? Vous avez réduit les budgets, bloqué le développement de la salle? Nous avons suspendu la saison professionnelle, mais nous avons maintenu la saison associative que nous souhaitons renforcer parce que nous souhaitons une politique culturelle plus proche des Morpasiens. C'est-à-dire? Vous allez couper les spectacles, il y aura moins de spectacles proposés, ça permet de faire des économies? Pas du tout, il y aura autant de spectacles, sauf que c'est axé vers le milieu associatif qui est très riche à Maurepas. Et donc nous souhaitons les faire exister, les faire vivre. Sur l'aspect professionnel, les contrats n'étaient pas encore signés pour ceux qui allaient se produire? Non, les contrats n'étaient pas encore signés. Donc là, on se laisse le temps. Vous savez, il y a une nouvelle équipe, donc de nouvelles ambitions. Et on se laisse le temps de réfléchir à une nouvelle politique culturelle. Et les équipes qui sont en place dans cet espace Albert Camus restent au sein de la municipalité? Certaines vont être transférées dans d'autres structures. Voilà, on a des talents dans tous les services et on aura besoin de tout le monde. Le dossier qui vous occupe en ce moment, comme dans beaucoup de communes, c'est celui des rythmes scolaires. Alors pourquoi vous y opposez? Pourquoi ne pas suivre ce qui avait été envisagé par l'ancienne équipe? Vous êtes revenu sur les engagements de l'ancienne équipe. Absolument. Alors j'entendais les Morpasiens dans votre reportage. Oui, je distribue en ce moment une lettre du maire à tous les Morpasiens pour expliquer mon choix.
Alors sachez qu'au conseil municipal le 3 juin, j'ai fait voter une délibération qui portait sur un vœu du report de cette réforme d'1 an. J'ai obtenu 29 voix sur 33. Une partie de l'opposition s'est même joint à ce vœu. Donc, ce qui prouve que ce n'est pas une décision idéologique, mais qui est centrée vraiment sur l'intérêt de l'enfant. Et je m'y oppose parce que, premièrement, nous n'avons pas les moyens financiers d'appliquer cette réforme. Malgré la dotation de l'État ? Même si l'État versera 50 € à peu près 50 par enfant. €, alors qu'à Maurepas, c'est 200 € par enfant. Donc, il faut que la collectivité compense. Et comment fait-on pour compenser ? Il faut augmenter les impôts. Et je refuse d'augmenter les impôts des Maurepasiens. Vous avez le soutien des Gilets jaunes, cette association de parents, d'élèves. On a vu quelques images lors du conseil municipal qui vient de se tenir. La ville ne proposera donc pas d'activité périscolaire à la rentrée ? Non, nous avons demandé un report de cette réforme et demandé au gouvernement qu'il donne les moyens financiers pour appliquer correctement cette réforme. Parce que, je le répète, il y a quand même une baisse qualitative de l'offre pédagogique, dans le sens où les villes riches pourront proposer quelque chose d'adapté et de confortable avec des contenus innovants pour aider les enfants à réussir, alors que les villes les plus pauvres ne pourront pas le faire. Et c'est ça qui est dramatique. Le gouvernement, le responsable de l'académie aussi, qui dit que de toute façon ça se fera, même si les communes ne veulent pas l'appliquer, ils fixeront les horaires. Si les maires ne veulent pas les appliquer, ce sera la préfecture d'intervenir. Le bras de fer est engagé. Je ne sais pas comment ils vont faire, et qu'ils nous donnent les moyens, et qu'est-ce qu'ils vont le dire aussi à tous les maires de France qui refusent d'appliquer cette réforme et qui n'ont pas les moyens. Il y a une petite si on vous impose les horaires, si on dit les écoles doivent être ouvertes de telle heure à telle heure, une fois que l'heure sera terminée, s'il n'y a pas d'activité périscolaire, s'il n'y a pas de garde proposée pour les enfants, que vont devenir les enfants à la sortie de l'école ? Naturellement, nous sommes responsables. Si toutefois on arrivait là, nous proposions une mise en place à minima pour accueillir les enfants. Mais de toute façon, l'esprit de la réforme ne serait pas respecté. Et il n'est pas respecté, on le voit d'ailleurs dans la ville de Trappes à côté, où ça se passe très très mal. Le mercredi matin, les écoles ne seront pas ouvertes. Vous ne les ouvrirez pas. Si on vous impose d'ouvrir les écoles le mercredi matin... Ah bah non, il n'y aura pas cours. Puisque l'on parle de cette réforme, sachez que du côté d'Elancourt, le maire s'y oppose également. L'opposition socialiste interpelle le maire, demande qu'un projet soit élaboré. Ils évoquent une proposition qui aurait été faite avec aucune activité périscolaire, notamment à l'école du Berceau, rejetée par les parents et les enseignants. La section locale du Parti socialiste qui demande à Jean-Michel Forgousse ce qu'il fera de cette subvention de 150 000 € qui sera versée quoi qu'il arrive à l'État. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Cette subvention, vous, dans votre commune, que vous allez toucher, vous allez en faire quoi ? Parce qu'elle sera versée, cette subvention, puisque la réforme va s'appliquer. Je ne sais pas encore si elle sera versée, étant donné que nous n'allons pas appliquer ce décret. Nous verrons le moment venu. Mais je le répète, c'est une aberration économique, familiale et éducative au détriment du bien-être de l'enfant. Et c'est pour ça que nous demandons un report et une pérennisation des moyens financiers pour appliquer de manière qualitative cette réforme. Oui, il faut améliorer et faire réussir nos enfants, mais il faut à ce moment-là que l'État nous accompagne. Et ce n'est pas le cas actuellement. Mais je reviens sur l'école le mercredi matin, que vous n'ouvrirez pas. Vous nous dites qu'il n'y aura pas d'école, vous n'appliquerez pas cette réforme. Il va y avoir une difficulté pour les enseignants. Les enseignants, leur responsable hiérarchique, l'inspection académique va leur dire « vous devez dispenser les cours, rendez-vous dans les écoles ». Mais qu'ils donnent les moyens. Et les écoles seront fermées ? Mais qu'ils donnent les moyens nécessaires de le faire. Je n'ai pas recruté d'animateurs également pour animer les activités périscolaires. Comment va faire l'État ? C'est une question. Comment va faire l'État ? Nous n'avons pas les moyens à Maurepas d'appliquer cette réforme. Le bras de fer se poursuit. Absolument. Jusqu'au bout. L'actualité de ces derniers jours a aussi été marquée par les annonces autour de la réforme territoriale du président François Hollande, au-delà du remaniement des régions. L'Île-de-France n'est pas concernée, vous le savez. Il y a aussi la question de la disparition des départements, du renforcement des intercommunalités. Également, est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir de votre commune, pour les responsabilités supplémentaires qui pourraient vous arriver sur les disparitions du département, sur les intercos plus grosses aussi ? Non, je ne suis pas inquiet. Vous savez, moi je suis un réformiste par nature. Sauf que quand on veut réformer, il faut le faire avec tous les partenaires. Alors que là, le gouvernement nous impose une réforme. Il n'y a pas eu de discussion possible. Et donc, de ce fait, nous sommes quand même inquiets des compétences qui vont être transférées. Mais je pense que ça peut être positif. Mais il faut faire les choses avec les collectivités et non contre elles. Pour l'instant, aucune concertation, vous n'avez pas été sollicité. Absolument pas. Peut-être sur le rapprochement avec Saint-Quentin-en-Yvelines, la communauté d'agglomération, on en avait parlé pendant la campagne des municipales. Pour l'instant, Maurepas est rattaché à la communauté de communes des Étangs, vous en êtes le premier vice-président. Absolument. Mais vous souhaitez changer ? Vous rapprochez de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin ? J'ai toujours dit pendant ma campagne que je consulterais les Maurepasiens pour proposer l'avenir de l'intercommunalité. Il faut savoir que le préfet de région va proposer un futur schéma intercommunal au 1er septembre.
et que la carte intercommunale devra être achevée au 1er janvier 2016. Donc j'ai cru comprendre, parce que j'ai eu une réunion avec le préfet il y a quelques jours, que Maurepas, Coignères, Plaisir, Villepreux, Les Clays, plus une partie de la Haute-Vallée-Chevreuse, allaient rejoindre la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Si toutefois ça devait se faire, c'est sous condition. Il ne faut pas que ce soit une augmentation non plus fiscale de la fiscalité auprès des Maurepasiens. Et il faut qu'on discute également des transferts de compétences et de ce que ça va apporter au quotidien des Maurepasiens. C'est ça l'essentiel, le fond. Donc vous allez faire une consultation, un référendum sur la commune ? Un référendum ou une réunion publique déjà, ou une consultation numérique, on n'en est pas là pour le moment, mais en tout cas je consulterai les Maurepasiens parce qu'il est important qu'ils se saisissent de l'avenir de leur commune. On quitte un peu l'actualité locale, on se penche sur le national. Vous êtes un militant UMP depuis très longtemps, hein, depuis l'adolescence. Aujourd'hui, la moitié de votre vie quasiment en tant que militant UMP. Aujourd'hui, en tant qu'adhérent, quel regard vous avez sur la situation à la tête du parti ? Cette affaire avec Jean-François Copé, obligé de démissionner sur fond d'affaires de fausses factures, de surfacturation pour la campagne de Nicolas Sarkozy lors de la présidentielle. C'est difficile pour votre famille politique qui se divise ? Vous vous situez où ? Écoutez, oui, c'est difficile, mais je fais le parallèle aussi avec moi-même à Maurepas, où j'ai quand même été élu sur le renouveau, et je pense que c'est aussi nécessaire à l'UMP. Je pense que les Français attendent qu'on fasse de la politique autrement et qu'on en arrête avec toutes ces affaires qui polluent la gauche, la droite, tous les partis politiques en France. Et donc, en effet, l'UMP a un gros travail à faire et surtout de se repenser au niveau de sa ligne politique. Et c'est l'objet du congrès qu'il y aura au mois d'octobre. Vous vous situez où, vous, sur cette ligne politique ? Plutôt une ouverture vers l'UDI ou vers le centre ? Ou alors, comme Henri Guénaud, vous ne voulez pas d'ouverture vers le centre et une réaffirmation vraiment clairement à droite ? Moi, je veux une réaffirmation de ce qu'étaient les valeurs de l'UMP à sa création en 2002, c'est-à-dire avec les libéraux, les gaullistes et les centristes. Il faut en discuter. Je ne suis pas persuadé qu'une alliance, une fusion avec le centre soit une bonne solution. Et qui pour incarner l'UMP ? C'est une bonne question. Parce que forcément, il y a un nom qui revient régulièrement. C'est vrai, j'attends de voir les candidats, mais c'est vrai que mon préféré comme Nicolas Sarkozy. À Maurepas, l'UMP a terminé en tête lors des élections européennes. Le Front National est à 16% malgré tout. Il n'y avait pas de candidat Front National lors de l'élection municipale. Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que c'est pas propre à cette commune de Maurepas, puisque dans toutes les communes, le Front National a fortement progressé, mais est-ce que vous pensez qu'il y a un ancrage qui se fait dans la commune ? Non, parce que je pense que c'est en fonction de l'actualité et puis du ras-le-bol des Français. Je suis quand même très satisfait que l'UMP soit arrivé en tête, et largement, alors que certaines communes ont le FN qui est arrivé en tête. Le FN est largement derrière. Sur une commune comme Trappes, sur Saint-Quentin, absolument. Donc je suis satisfait que Maurepas reste une ville modérée, mais il y a quand même un ras-le-bol qui a été exprimé, il faut l'entendre. Dans un instant, nous allons parler dans ce journal des commémorations du 6 juin, du D-Day, les 70 ans du débarquement. Vous allez fêter dans votre commune le débarquement, vous allez fêter le rapprochement avec l'Allemagne aussi, d'une certaine manière. Oui, on a eu une visite des Allemands dans le cadre de notre jumelage la semaine dernière. Ça s'est très très bien passé. Je les ai accueillis avec le comité de jumelage et la municipalité. Et puis pour le débarquement, nous, on ne va pas le fêter, mais on va faire l'appel du 18 juin avec la ville de Coignères. Merci Grégory Garistier, maire de Maurepas, invité ce soir du journal 2 mois et demi après le début de votre mandature. Merci à vous. Merci. Nous sommes donc à la veille du 70e anniversaire du débarquement des Alliés. Des commémorations se préparent, vous le savez, et chacun de son côté, dans sa famille, se souvient parfois. Le collectif Mémoire de Trappes nous a permis de recueillir 2 témoignages sur la situation pendant la guerre dans cette commune. Mathilde Capberne et Jonathan Villeman. Des locomotives à l'entrée de Trappes et le triage, il était à la sortie de Trappes. Josette de Magny a 5 ans lorsque la France capitule face à l'Allemagne. C'était en 1940. Les troupes allemandes occupent une grande partie du territoire. Lors du premier bombardement de Trappes, elle est à l'école. Les sirènes retentissent, des maisons brûlent. Les souvenirs restent intacts. J'étais en garde chez la mère de mon parrain, juste à côté de chez nous. Et ils ont commencé à l'interroger. Ils avaient les grands trucs noirs, là, en ciré noir. Et puis, il y avait 3 Allemands armés. Et puis, ils ont commencé à l'interroger. Et puis, j'étais avec elle, elle me serrait la main. Je les ai vus, ils cassaient tout, ils déchiraient les photos, ils la menaçaient. C'est à ce moment-là que maman est arrivée et qu'ils lui ont demandé son identité et tout. Et ils ont dit, ça tombe bien parce qu'on va chez vous. Puis là, ils l'ont insultée en disant, mais vous aviez abandonné votre fille. Enfin bref. Élie Robin, âgé de 12 ans en 1940, nous raconte ses souvenirs d'écolier. Il vit à Trappes, mais il est scolarisé à Versailles. Mon directeur d'école a me mis à Versailles le 11 novembre 1941. Il avait mis au tableau «
pas de manifestation publique, mais un souvenir dans le cœur. Je peux vous dire qu'à l'époque allemande, écrire ça, c'était quand même prendre de gros risques. En 1944, c'était pour moi une année, disons, assez importante. C'était le 6 juin 1944, j'ai passé mon CAP de dessinateur. C'était donc le jour du débarquement. Mais ce qui voulait dire qu'antérieurement, il ne fallait pas manquer les cours ou alors on ratait tout, quoi. 1944, une année importante pour Elie. 5 jours avant d'obtenir son diplôme, la ville est bombardée par les Alliés. Une bombe soufflante tombe sur la maison de ses parents. Là, je reconnais les maisons d'habitation. Ça, c'est la rue Kléber. Là, c'est la maison de mes parents. À cette époque, 70% des trappistes sont des cheminots. Les actes de résistance, de sabotage sont de plus en plus nombreux. Pour Josette et Elie, tous deux filles et fils de cheminots, leurs pères deviennent, à leur manière, des résistants. Il était un peu impliqué dans des choses qu'il ne fallait pas. Et je me souviens très bien qu'on faisait, avec les journaux et les affiches, les tracts, on faisait des boules de papier qu'on faisait tremper, et puis après, on brûlait ça dans la gazinière. Mon père a fait, je dirais, un peu de résistance, comme il était électricien. Il avait le droit de sortir le jour, la nuit. Il avait un papier pour. Moyennant quoi, c'est lui qui portait les papiers de l'un à l'autre des groupes. Il l'a fait, je ne dis pas qu'il était un grand résistant, mais enfin, il l'a fait. À la fin de la guerre, Trappes, qui compte 4300 habitants, est détruit aux 2/3. Le bilan est lourd, 98 victimes civiles, 102 prisonniers de guerre et 245 maisons rasées. Ça ne devrait pas exister, les guerres. Quand on voit encore toutes les guerres qu'il y a maintenant, mais les gens, ils n'ont pas compris, ils n'ont rien compris. Et nous reviendrons bien sûr sur ces commémorations, des témoignages également dans notre édition de demain, vendredi, sur le 6 juin 1944. 2 prix décernés ce mercredi soir par le Conseil général des Yvelines et le Comité des Yvelines de la Ligue contre le cancer. Le premier existe depuis 28 ans, le second a été lancé en 1974. Ils permettent de distinguer, d'encourager des équipes de chercheurs et qui travaillent sur de nouveaux modèles de traitement. Catherine Zulato et Elodie Moine. Un vaccin contre le cancer, un rêve peut-être demain une réalité. C'est en tout cas sur ce principe de vaccin que travaille depuis 20 ans Laurence Zivogel. Elle cible notamment les mélanomes, les cancers du rein et de l'ovaire. Permettent donc d'éduquer des nouveaux lymphocytes qui vont reconnaître les cellules tumorales de façon spécifique. Ces vaccins seraient ciblés, éviteraient les effets secondaires des traitements en général prescrits dans le cadre des cancers et permettraient une immunité à jamais contre les cellules tumorales chez un patient donné. Des travaux aujourd'hui récompensés par un prix de 12 500 € décerné par la Ligue contre le cancer. Un autre prix de 10 000 € cette fois-ci, remis par le Conseil général, a salué Alex Duval pour ses travaux sur la complexité de la tumeur cancéreuse, tumeur qui ne ressemble jamais à une autre. Essayer de démontrer que derrière une pathologie tumorale, comme par exemple le cancer colorectal, qui aujourd'hui est traité de manière standard chez tous les patients de la même manière, il y a en fait une maladie excessivement complexe, qui est hétérogène, avec des groupes de patients qui ont des tumeurs particulières, qui ont des caractéristiques génétiques particulières, parce que vous savez que le cancer est une maladie des gènes. Et nous, notre travail, c'est d'identifier des sous-types de tumeurs. Le cancer du côlon, c'est 20 000 nouveaux cas par an et un tiers de ces tumeurs sont héréditaires. C'est dire donc que l'enjeu est d'importance et dans le domaine de la recherche, tout va aujourd'hui beaucoup plus vite. En ce moment, on a beaucoup de changements dans notre approche des maladies. On a fait énormément de gains sur la coopération entre les différentes spécialités qui déjà en elles-mêmes améliorent les résultats. Mais la recherche continue à nous amener de nouvelles propositions, de nouvelles pistes de travail. Le prix Yvelines de la Ligue contre le cancer est remis depuis 1974. Le prix du Conseil général existe lui depuis 28 ans. Un engagement qui commence à porter ses fruits. Elle termine sur une victoire. Les féminines du club de tennis de table d'Elancourt se sont imposées mardi soir lors de la dernière journée du championnat de Pro B face à Mulhouse à domicile. Large victoire, 4 matchs à 1. Une victoire qui confirme leur domination tout au long de la saison. Le titre leur est acquis depuis le mois d'avril. Première avec 11 succès en 14 rencontres. Elles vont découvrir le plus haut niveau français, mais en proie à la compétition est très relevée. On écoute l'entraîneur qui savoure mais se projette déjà sur la saison prochaine. C'est au micro d'Anthony Reich. C'est une belle histoire, j'espère qu'elle va continuer parce qu'on va partir dans une nouvelle aventure.
qui sera pas simple, hein, voilà, parce que c'est quand même un autre milieu, un autre niveau, et donc bon, il y aura quelques étapes à franchir, mais on va savourer quand même ces petits moments-là. Il y en aura pas beaucoup, on n'en aura pas beaucoup dans notre carrière sportive, donc c'est chouette, c'est vraiment chouette. Fin du journal de ce 5 juin. Je vous retrouve demain, même heure. Nous reviendrons notamment sur les travaux d'extension de l'hôpital privé de Trappes. Excellente soirée.